15 heures sur Télé Djibouti, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition au sommaire de l'actualité de ce jeudi 30 novembre. La République de Djibouti, à l'instar du monde musulman, a célébré hier soir la commémoration de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. Et dans l'actualité internationale, le président de la République a pris part hier au 5e sommet Union africaine-Union européenne qui se clôture ce soir à Abidjan, la capitale ivoirienne. Et au Burkina Faso, Emmanuel Macron reconnaît donc le crime de la colonisation. Nous verrons ça dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Le 5e sommet Union africaine-Union européenne s'est ouvert donc hier à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, que le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a rejoint hier soir, mardi soir, en provenance du Kenya. Le sommet donc a été ouvert par le président ivoirien Alassane Ouattara. Les chefs d'État et de gouvernement africains et européens se sont réunis pour ce sommet qui a pour thème principal investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Outre le président Guelleh, le président du Conseil européen, le président de la Commission européenne, le président de l'Union africaine et le président de la Commission de l'Union africaine sont également présents. Ce sommet sert de plateforme de dialogue entre les pays africains et européens en vue de dynamiser le partenariat entre les deux parties. Cette rencontre sera également une occasion pour les leaders des deux continents de renforcer les liens politiques et économiques. Et c'est lors du sommet de l'Union africaine tenu à Kigali au Rwanda en juillet 2016 que la Côte d'Ivoire a été désignée pour abriter le 5e sommet Afrique-Union européenne. 83 chefs d'État et de gouvernement et quelques 5000 participants des 55 pays d'Afrique et de 28 pays d'Europe sont donc à Abidjan. La commune de Cocody sera donc bouclée pour des raisons sécuritaires, ont annoncé les autorités d'Abidjan. La transformation numérique de l'Afrique, l'industrialisation, la diversification des économies et le renforcement de l'entrepreneuriat sont des enjeux majeurs qui, aux yeux des décideurs économiques africains, doivent intégrer le menu des échanges lors de ce sommet. Car, estime-t-il, seul le développement économique du continent et la lutte acharnée contre le chômage des jeunes constituent des solutions réelles et pérennes contre la fuite des cerveaux en Afrique et le phénomène de l'immigration clandestine. Le temps est donné et les défis sont énormes. La société civile africaine s'est également mobilisée et veut faire entendre sa voix. Le sommet d'Abidjan prendra fin donc ce soir. Que décideront les deux continents pour l'avenir de leurs relations? Nous le saurons d'ici ce soir. Et avant l'ouverture de ce sommet donc hier, l'ambassadeur de Djibouti auprès de l'Éthiopie et représentant auprès de l'Union africaine, Mohamed Idriss Farah, a précisé que ce sommet se focalisera essentiellement sur les questions relatives à la paix, la sécurité, les migrants économiques, le transfert des compétences et de savoir-faire, les échanges économiques entre les deux grands regroupements. Nous l'écoutons. D'abord, c'est la première fois que ce sommet a lieu dans cette appellation. Avant, c'était Afrique-Europe. Là maintenant c'est Union africaine et Union européenne. La particularité réside dans le retour du Maroc dans l'organisation. L'autre appellation consistait à permettre au Maroc, qui n'était pas dans l'Union africaine, de participer à nos discussions et à nos sommets. Maintenant ils sont de plein droit pays membres de l'Union africaine et donc le format est celui-là. Ensuite nous sommes, Djibouti par ailleurs est président du comité de partenariat. Je préside le comité de partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne, mais pas seulement, entre tous les partenariats que l'Union africaine a avec les différents partenaires, que ce soit la Chine, le Japon et d'autres. Et donc aujourd'hui, nous avons travaillé au niveau des Européens, au niveau des experts d'abord, sur la déclaration qui est examinée en ce moment par les Européens. De quoi parle cette déclaration? D'abord, c'est une déclaration d'ordre politique, mais pas seulement. Pas seulement parce que ça parle également d'économie, d'intégration, de paix et de sécurité. Comment l'Union africaine pourrait aider le continent africain à rester un continent stable en matière de paix et de sécurité. Et comment surtout, et c'est ça l'enjeu le plus important, comme c'est un sommet axé sur la jeunesse, comment permettre à la jeunesse demain de trouver des emplois sur leur continent et comment aider les jeunes africains. La majorité de la population sur notre continent
et effectivement de jeunes. Et donc c'est comment pouvoir trouver et assurer l'avenir de la jeunesse sur le continent africain. Nous sommes en train de parler d'industrialisation parce que c'est ça qui est essentiel. Et donc comment permettre une industrialisation sur le continent africain susceptible de trouver un emploi pour l'ensemble de nos jeunes et d'éviter de voir ce que nous voyons à travers la presse internationale, c'est-à-dire la migration de nos jeunes qui sont d'ailleurs la force du continent africain et qui partiraient ailleurs. Et donc l'enjeu est important. Les Européens sont prêts à nous aider dans cette perspective-là et donc nous travaillons ensemble et c'est l'idée au moment du sommet, bien sûr que le président de la République sera là pour participer à ce sommet, ainsi que l'ensemble ou une bonne partie des leaders, pas seulement africains mais aussi européens, pour justement lancer cet appel, cette déclaration forte qui va concerner la jeunesse et l'avenir du continent africain. Également dans l'actualité, après 4 jours d'activités festives et marquantes à travers le pays, le ministère de la Femme et de la Famille et l'Union nationale des femmes djiboutiennes avec l'appui de l'UNICEF ont célébré donc hier la journée nationale de l'enfant djiboutien au Palais du Peuple. Cette année, la célébration vise surtout à faire entendre la voix des enfants et d'exprimer une solidarité envers les enfants les plus vulnérables dont les enfants à besoins spécifiques. Placée sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, cette célébration a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, des représentants du système des Nations Unies, des représentants de la société civile et bien sûr de nombreux enfants. La journée a démarré donc par la récitation du Saint-Coran interprété par les élèves, suivi de l'hymne national et ensuite se fait au tour de plusieurs jeunes enfants artistes qui ont interprété notamment des poèmes, des sketchs, des chansons et des danses traditionnelles puis modernes. Tout cela rythmé bien sûr l'ambiance de la salle avec une salle acquise à leur cause. Les enfants étaient donc à l'honneur hier au Palais du Peuple. Commande. Et ceci dans la sphère politique, publique, à travers les médias, les affaires, le sport, le divertissement, pour mettre en lumière les défis les plus pressants de leur génération. Et les enfants de Djibouti, comme on l'a vu tout au long de la semaine et aujourd'hui, participent activement à ce mouvement mondial mené par les enfants. Et pour nous parler donc de cette semaine qui a été chargée, organisée donc par le ministère de la Femme et de la Famille, en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes et l'UNICEF, j'ai avec moi donc sur ce plateau deux jeunes. Bonjour. Il s'agit donc de Fathia Abdelrahman, 8e année au collège de Charles de Foucault, et de Khadar Youssouf, 7e année au collège de Charles de Foucault. Bonjour les enfants. Bonjour, donc la semaine de l'enfant djiboutien s'est clôturée hier, d'accord. Donc vous avez certainement participé à cette cérémonie qui était riche en couleurs et ambiance, également était rendez-vous sur place. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette semaine qui s'est donc achevée et sur tout ce que l'on peut retenir de cette semaine? Merci monsieur. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Nous voici arrivés à la fin de la semaine des activités réalisées dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'enfant djiboutien. Durant cette semaine, les enfants ont vraiment été au cœur des événements organisés. Nous, enfants djiboutiens, avons bénéficié, ainsi que nos familles, des cadeaux et des dons matériels offerts par le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec l'UNFD. Nous, enfants djiboutiens, avons participé aux différents ateliers organisés pour cet événement. Nous, enfants djiboutiens, avons été maîtres et maîtresses de cérémonie, modérateurs et modératrices, panélistes et bien sûr présentateurs et présentatrices télé. Nous, enfants djiboutiens, avons pris la parole pour débattre sur des questions relatives à notre bien-être et à notre épanouissement. Nous, enfants djiboutiens, avons fait des recommandations pour améliorer nos conditions de vie sans aucune distinction. Nous, enfants djiboutiens, souhaitons être entendus et pris en considération par nos parents, nos responsables et nos dirigeants. Nous souhaitons le meilleur aux enfants en général et aux enfants djiboutiens en particulier. Merci les enfants, c'était magnifique. Donc sur ce, nous allons bien sûr nous séparer sur ces très beaux messages de paix et de développement donc à laquelle vous faites appel. Merci à Khadar, merci à Fathia, merci à vous deux et bien sûr la fête donc c'est terminé et j'espère que vous avez passé une bonne semaine dans le cadre donc, de la semaine de l'enfant djiboutien. Merci à vous deux. Merci aussi. Également dans l'actualité, donc nous allons poursuivre dans quelques instants, mais avant nous retrouvons l'appel à la prière d'Al-As, nous retrouvons juste après.
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à la prière de l'Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. La célébration du Mouloud al-Nabi ou la commémoration de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, a été célébrée hier soir sur tout le territoire national. Des soirées et prêches d'incantation, donc de prières pour tous les fidèles musulmans djiboutiens. مرحبا 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 نرتجي بك شفاعة عند الرب العالمين. مرحبا مرحبا نبي مرحبا مرحبا أيها المبعوث فينا جيت بالأمر المضاعي. مرحبا مرحبا اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. اليوم مولد الرسول عليه الصلاة والسلام.
Célébration similaire également dans la commune de Razdika pour commémorer donc la célébration de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. Et comme le reste donc de la capitale, les habitants du quartier de Hayablé dans la commune de Balbala ont organisé donc une cérémonie religieuse à l'honneur de la naissance de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette cérémonie s'est déroulée donc dans le siège du parti RPP de Hayablé et a été animée par l'imam de la grande mosquée de Hayablé. Il a vu la participation de tous les responsables annexes du RPP de Hayablé ainsi que du député Nour Warsama Mirre. Et comme dans le reste de la République de Djibouti, les habitants de la cité d'Angachamalé ont organisé donc une soirée religieuse qui a été animée par le cheikh Dandawi et a vu la participation du député Mohamed Ali Foulié. Cette manifestation religieuse à l'honneur de la naissance donc de notre bien-aimé prophète, paix et salut de Dieu soit sur lui, a vu ainsi la participation des habitants des quartiers 7 bis et Gachamalé, et au même titre donc que la capitale de Djibouti, les habitants du quartier 6 ont organisé également une cérémonie donc similaire, manifestation religieuse pour la commémoration de la naissance du dernier des prophètes de Dieu. Également dans l'actualité, la secrétaire d'État aux affaires sociales Mouna Ousmane Aden participe à la conférence sur l'insertion des paramètres sociaux au plan de développement durable 2030 dans les politiques sociales des pays arabes qui se tient donc du 27 au 29 novembre à Tunis, en Tunisie. Il s'agit d'une conférence permettant de présenter les différentes stratégies des pays arabes et démontrer comment ces stratégies donc peuvent participer au développement durable 2030. Djibouti a mis en avant donc les actions et stratégies prévues dans les stratégies nationales de protection sociale 2018-2022 orientées vers la protection sociale, le développement social et l'accompagnement des familles vulnérables. Une mention particulière a été réservée aux personnes handicapées et les personnes âgées en identifiant les actions particulières à prévoir dans les plans de développement durable. La secrétaire d'État aux affaires sociales a insisté donc sur l'importance d'orienter nos stratégies nationales vers la construction et la consolidation du capital humain et l'inclusion des catégories vulnérables dans la dynamique du développement. Le lycée français de Djibouti, lycée Joseph Kessel, a organisé donc mardi dernier une compétition scolaire intitulée Trophée Hérodote, et ce donc dans le cadre des grands concours scolaires parrainés par le MENFOP. Cette mini-compétition qui s'est donc déroulée dans la salle bibliothèque du lycée français de Djibouti a impliqué plusieurs établissements scolaires. Outre l'établissement organisateur, ce sont les collèges de Boulaos, de la Palmeraie, Charles de Foucault et Ambouli, ainsi que l'école de la Nativité qui ont concouru à la première partie du concours. À noter que le concours a porté sur des thèmes inscrits au programme d'histoire, de géographie et d'éducation civique et morale, ainsi que des quiz et des questions vraies ou faux. Au terme d'un premier round très disputé, ce sont les collèges d'Ambouli et de Charles de Foucault qui se sont retrouvés en finale avant une brillante victoire du collège d'Ambouli qui a remporté la mise sur le score de 100 points à 70. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a reçu hier donc dans son cabinet la délégation des élèves de l'équipe du collège d'Ambouli qui a remporté donc le concours scolaire Trophée Hérodote organisé mardi après-midi par le lycée français de Djibouti, le lycée Joseph Kessel, et ce dans le cadre des grands concours scolaires parrainés par le MENFOP. Le ministre a fait honneur à ses brillants élèves et rendu hommage au principal du collège d'Ambouli ainsi qu'à son équipe pédagogique. L'occasion pour Moustapha Mohamed Mahamoud donc de féliciter le groupe de collégiens pour leur formidable prestation lors de cette compétition qui s'est déroulée dans la salle bibliothèque du lycée français de Djibouti. Qui était aussi un beau spectacle finalement. Voilà. Et encore une fois, le collège d'Ambouli a gagné. Avec une détermination qui a été vraiment préparée avec toute l'équipe pédagogique et l'équipe administrative. J'ai dit bravo aux élèves. Et vous représentez quel établissement? Moi, le lycée français de Dieu. Vous êtes arrivé en finale? Non, malheureusement. On a fini 3e. Et comment vous expliquez cet échec? C'est sur une question, c'était la question du boycott, fallait dire ce que c'est, on n'a pas trop su. Vous êtes confiant pour l'avenir, pour d'autres concours comme ça? Bah oui, on espère, hein, l'année prochaine.
La salle de réunion de l'hôtel Acacia a abrité également hier les travaux de la 3e réunion du réseau national de la foi pour la lutte contre l'excision féminine à Djibouti, connue sous le nom Shamirat, donc fondée en novembre 2016. Cette réunion a été organisée par le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens WARF en collaboration étroite avec le Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP. La cérémonie d'ouverture de cette réunion a vu la participation de la chargée de programme du genre auprès du FNUAP, Amina Abdelghadir, de la chef de service des programmes au ministère des Affaires islamiques, Zainab Moussa, ainsi que le vice-président du réseau, Yahya Ousmane, les membres de ce réseau qui sont donc venus de Djibouti-Ville et des régions de l'intérieur. L'ordre du jour de cette 3e réunion a été donc l'adoption du plan de travail du réseau en 2018 et l'évaluation des résultats des derniers ateliers régionaux avec la participation d'une délégation du réseau national. Qui a eu lieu au Soudan, a mis en place également la formulation d'un certain nombre d'interventions pour 2018 et nous sommes aujourd'hui réunis ici pour mettre en avant ce qui a été décidé au niveau régional et nous venons actuellement essayer d'avoir un consensus sur le plan d'action 2018 avec le réseau national de Djibouti, Shamirat. Santé à présent, 4e jour des activités de la caravane médico-chirurgicale à Ali Sabié et à Dikil mardi, donc où la population du sud continue toujours d'affluer en grand nombre pour recevoir des soins spécialisés. À Ali Sabié, la société civile s'organise également pour drainer leurs patients des localités avoisinantes vers l'hôpital régional d'Ali Sabié où se trouvent près d'une trentaine de médecins spécialistes et de techniciens supérieurs dans le cadre de la caravane sanitaire initiée par le ministère de la Santé. À ce jour, ils sont plus de 6000 patients à avoir bénéficié des différentes prestations offertes par le caravanier de la santé, ce qui fait une moyenne de 2000 patients enregistrés par jour. Interrogés donc par nos confrères, les habitants de la région d'Ali Sabié ont unanimement exprimé leur satisfaction quant à l'accueil et aux prestations qui leur sont gracieusement offertes. Ils ont également réitéré leur vœu de voir ce genre d'initiative s'inscrire dans la continuité afin de répondre efficacement aux besoins sanitaires de la population des régions. Cette satisfaction unanime est également exprimée par le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaïs, qui a salué l'importance de l'impact positif et les bienfaits de cette caravane médico-chirurgicale sur la santé de la population. Et la gendarmerie, la brigade gendarmerie de PK12 Nord a été saisie donc le 25 novembre dernier d'une plainte déposée par le directeur général d'une société de construction chinoise de la place qui a été victime d'un vol de pièces détachées, des matériels de construction et une importante quantité de carburant. Le même jour, les gendarmes de cette unité ont identifié et interpellé 7 individus, dont 6 sont des ex-employés de cette société chinoise. Les perquisitions effectuées au domicile des auteurs ont permis la découverte et la saisie de 18 jerrycans de 25 litres remplis de gasoil, 2 jerrycans de 25 litres remplis d'huile, 2 pneus de véhicule numéro 1200/20 et 5 jantes de camions poids lourds, ainsi que 13 planches de construction. Les matériels donc saisis ont été restitués à leurs propriétaires, en l'occurrence la société chinoise, et quant aux auteurs, ils ont été déférés devant la justice pour répondre de leurs actes délictueux. Et de là, nous passons à l'actualité africaine et internationale avec Fardous. Bonjour Fardous. Bonjour Ahmed. Sommet Europe-Afrique, donc le 5e sommet Europe-Afrique a débouché, Fardous, hier soir sur une série de mesures d'urgence pour mettre un terme à l'esclavage des migrants en Libye, devenu un des thèmes centraux des débats. Fardous. Effectivement, donc Ahmed, le thème majeur du sommet qui réunit donc 80 chefs d'État et de gouvernement qui s'est réuni donc à Abidjan hier soir. Une commission d'enquête de l'Union africaine va mettre en place donc sur ce sujet. Auparavant donc l'ouverture du sommet, le président ivoirien Alassane Ouattara avait appelé les jeunes à ne pas se lancer à l'aventure au péril de leur vie. 60% de la population africaine a moins de 25 ans et les centaines de milliers de jeunes désespérés par le chômage, la pauvreté, l'absence de perspectives dans leur pays en dépit des taux de croissance enviables pour certains. Donc, tentant d'immigrer vers l'Europe. Chaque année, mardi, le président du Parlement européen, Antonio Tajani, avait déclaré vouloir proposer un plan Marshall pour le développement de l'Afrique, notamment pour investir massivement dans les infrastructures. Et en Syrie, Fardous, négociations syriennes vers un accord sur un processus politique, c'est la question. Les difficiles négociations donc de Genève sur la Syrie ont démarré hier avec l'arrivée de la délégation du gouvernement, l'Organisation des Nations Unies jugeant donc que le moment est venu de faire de réels progrès en matière de processus politique.
Et oui, donc Ahmed, après 2 jours de tractation, la Russie et ses alliés de Damas a convenu, donc le gouvernement peut enclin à faire des concessions alors qu'il a pratiquement gagné la guerre contre les rebelles et les djihadistes de participer à cette 8e session du processus de Genève. Alors que le 8e cycle de pourparlers intersyrien a maintenant commencé, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Massoura, souligne que le moment est venu de faire de réels progrès. Il a également appelé les partis à s'abstenir de faire des déclarations visant à délégitimer les autres partis. Donc, il a ensuite rencontré les délégations de l'opposition dirigées par Nasser Hariri, avec laquelle il s'était déjà entretenu la veille. De Missoura a annoncé que les discussions pourraient se prolonger la semaine prochaine, avec peut-être une pause autour du week-end. Il espère pouvoir centrer les discussions avec le régime de l'opposition sur la rédaction d'une nouvelle constitution et l'organisation d'élections sous l'égide de l'ONU, de thèmes acceptables pour Damas. Le médiateur compte y parvenir grâce à la présence notamment pour la première fois d'une seule unique délégation représentant toutes les composantes de l'opposition dont les éléments les plus extrêmes ont été écartés. Jusqu'à présent, les 2 délégations n'ont jamais discuté face à face, le régime accusant certains membres de l'ancienne délégation d'être des terroristes. Merci Fardous pour toutes ces explications, et avant de nous séparer, donc en marge du 5e sommet Union africaine et Union européenne qui se tient à Abidjan, nous allons parler donc d'un des poumons économiques de la capitale ivoirienne, notamment son port qui change de dimension, faire face à l'essor du trafic maritime. C'est l'ambition du port d'Abidjan. Des grands travaux sont en cours pour agrandir et moderniser le poumon économique de la Côte d'Ivoire. C'est le poumon économique, donc le port autonome d'Abidjan voit transiter l'essentiel des échanges commerciaux du pays, une manne financière qui représente 80% des recettes douanières de l'État. Construit en 1950, il souffre aujourd'hui d'engorgement et pour y remédier, des grands travaux d'extension ont débuté il y a 2 ans. Et face à la hausse du trafic maritime de l'Afrique de l'Est, l'enjeu est crucial pour le pays, mais aussi pour toute la sous-région et notamment les pays qui n'ont pas accès à la mer comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger. Chaque année, plus de 20 millions de tonnes de marchandises transitent par le port d'Abidjan. Ce chiffre devrait donc être vu à la hausse grâce à ces travaux d'agrandissement et d'approfondissement du canal d'accès à la mer, une porte d'entrée donc sur le port plus large et plus profonde. C'est l'un des chantiers emblématiques du projet. Un autre consiste à construire un 2e terminal à conteneurs. Objectif, pouvoir accueillir des navires de dernière génération sans limitation de longueur. Le chantier doit se terminer en août 2019. Plus de la moitié des travaux ont déjà été réalisés. Leur coût se monte à 1,2 milliard de dollars. Un investissement indispensable pour l'avenir du port. Une fois les travaux terminés, le port autonome d'Abidjan entend bien assurer pour de bon cette fois-ci sa position de hub leader sur la côte ouest africaine. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente fête de Mouloud Annabi à toutes et à tous.